12 février 2009, aux abords de Buffalo, dans l'État de New York. Train sorti. Phare allumé. Train sorti. Un petit avion régional entame son approche finale. Tout va bien à bord, quand soudain, Oh mon Dieu! en une seconde, l'appareil semble devenir incontrôlable. Voici l'histoire du vol Continental 3407. We are in an emergency. Le vol Continental 3407, affrété auprès de la Comer, assure la liaison entre Newark, l'un des aéroports de New York, et la ville de Buffalo, située à 450 km de là, près des chutes du Niagara. Pour le commandant de bord, Marvin Renslow, le vol n'est pas de tout repos, car la météo n'est pas bonne. Son copilote est une jeune femme originaire de Seattle, Rebecca Shaw. À tes souhaits. Ancien pilote instructeur, la compagnie lui propose aujourd'hui de devenir commandant de bord. Mais la jeune femme hésite. Je ne sais pas quoi faire pour ma promotion. Tout dépend de la ville qu'on me proposera. Regarde les choses différemment. Si tu refuses ta promotion, tu n'auras évidemment pas le même salaire qu'un commandant de bord. Oui. Mais ta qualité de vie sera sûrement meilleure. Tu pourras t'acheter une maison et avoir un... Rebecca Shaw connaît bien l'appareil sur lequel il vole ce soir. Elle a effectué toute sa formation de copilote sur ce type d'avion. C'est un bombardier Q400 de fabrication canadienne. Un biturbopropulseur très répandu dans les compagnies régionales. Pour les passagers aussi, la nuit est longue. Leur vol est parti de Newark après 2 heures d'attente sur le tarmac, soit 2 fois le temps du vol. Pour rejoindre sa destination, l'appareil suit un cap au nord-ouest. Temps de vol estimé, 53 minutes. À l'arrivée, les conditions ne sont pas bonnes. La visibilité est très réduite, il neige et un vent de force moyenne souffle sur l'aéroport de Buffalo. Juste un peu d'eau, s'il vous plaît. Elise Kostner est étudiante à la faculté de droit de Jacksonville en Floride. Elle rentre chez elle à Buffalo pour voir sa famille. Elle avait 5 nièces et neveux à l'époque. Leur école organisait un déjeuner et 2 de ses neveux voulaient que leur tante Ellie soit leur invitée d'honneur. Elle venait nous rendre visite dès qu'une occasion se présentait. Elle nous avait appelés de Newark. Salut. Elle se trouvait en salle d'embarquement. Oui, ça fait plus de 2 heures. Elle était énervée à cause du retard. Mesdames et messieurs, ici le poste de pilotage. Nous sommes à environ 10, peut-être 15 minutes de l'aéroport. Le temps est plutôt brumeux à Buffalo. Il neige un peu. J'aimerais m'assurer que tout le monde reste assis afin que le personnel de bord puisse préparer l'avion pour l'atterrissage. Merci. Colgan 3407, descendez. Et maintenez à 2300 pieds. Bien reçu, nous descendons à 2300. Colgan 3407. Faisons la checklist de descente. Et on va faire celle de l'approche en même temps. D'accord. Repère calé. Calé. GPWS opérationnel. Volet 15 degrés. Tout en poursuivant la descente, l'équipage finit de préparer l'appareil pour l'atterrissage. À travers les hublots, les passagers aperçoivent déjà les premières lumières des banlieues de Buffalo. Comme celle de Clarence Center, une petite commune située juste dans l'axe des pistes de l'aéroport. Train sorti. Phare allumé. Train sorti. Volet à 15 degrés. La sortie des volets sur les ailes permet d'augmenter la portance et de voler à basse vitesse pour l'atterrissage. Soudain, le manche commence à vibrer.
Et en quelques secondes, le Q-400 semble devenir incontrôlable. Le commandant se bat pour maintenir l'avion en vol. Mais l'appareil semble devenu fou. Durant de longues secondes, se joue dans le ciel un duel mortel entre l'homme et la machine. Oh Seigneur! Est-ce qu'on rentre le train? Rentre-le! On va au tapis! L'avion s'écrase sur une maison située au 6038 Long Street. Au même moment, l'étiquette du vol 3407 disparaît de l'écran radar du centre de circulation aérienne de Buffalo. Vérifiez si le Colgan Air apparaît chez vous. Quel est son indicatif d'appel? Colgan 3407. Non, je ne l'ai pas. Vous voyez quelque chose? Non, rien. Très bien. Appelez les pompiers. Je n'oublierai jamais les mots du chef de manœuvre. Accident d'avion, maison en feu. J'ai immédiatement mis mes chaussures et mon manteau. Je suis monté dans mon camion et j'ai commencé à descendre l'allée. Les pompiers n'ont pas besoin d'aller très loin. Le 6038 Long Street se trouve à moins d'un pâté de maison de leur caserne. Au moment où je tournais en direction du village, j'ai vu que tout était embrasé. On voyait de la fumée, on voyait des flammes. Seule Karen Wilinski et sa fille qui habitent la maison ont réussi à s'enfuir. Son mari Douglas, lui, a été tué sur le coup. Ma première réaction a été de me dire qu'il était impossible que quelqu'un s'en sorte vivant. Mais les secours m'ont signalé que 2 personnes étaient en vie et qu'ils allaient les conduire à l'hôpital. Je leur ai demandé de quels pompiers il s'agissait et ils m'ont informé que ce n'étaient pas des pompiers mais des survivants de la maison. J'ai dû aller jusqu'à l'ambulance les voir pour pouvoir y croire. Les pompiers de Clarence Center n'ont jamais vu un incendie aussi violent. Vous êtes déjà tenu à 2 mètres d'un feu de camp sans pouvoir supporter la chaleur. C'est exactement comme ça que nous nous sentions à 30 mètres de l'incendie. La hauteur des flammes était ahurissante. Évidemment, c'était dû au carburant et au fait que les débris s'étendaient sur une zone très large. C'était une vision vraiment horrible. Mon fils rentrait en voiture d'un match de football et il est passé juste devant le lieu de l'accident. Et il m'a appelé pour me dire qu'un avion s'était écrasé à Clarence. On n'avait pas encore compris que c'était l'avion de Ellie. Le vol 3407 s'est écrasé à 8 km de l'aéroport de Buffalo. Ses 49 occupants ont tous été tués sur le coup, y compris le commandant Mervyn Renslow et son copilote Rebecca Shaw. En fait, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Quand on s'imagine un avion qui s'écrase sur une maison et la détruit entièrement, et que tout ce qu'il reste de cet avion, c'est sa queue, on se demande comment cet accident a pu se produire sans détruire tout le pâté de maison. Mon fils a rappelé et il m'a dit que c'était bien l'avion de Ellie. Il m'a dit « Papa, il n'y a pas de survivants ». À ce moment, ma femme a crié et elle s'est évanouie. Chris a dit qu'il n'avait jamais entendu sa mère crier de cette façon. C'est à ce moment-là qu'on a compris qu'elle était morte et c'était environ 45 minutes après l'accident. Le lendemain matin, les lieux du crash ressemblent à une scène de guerre. Clint Cruikshanks du Bureau national de la sécurité des transports. Je pourrais commencer à regarder? Clint Cruikshank est l'un des premiers enquêteurs sur place. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, l'incendie n'avait toujours pas été maîtrisé. En fait, une conduite de gaz de la maison s'était rompue. Et dès que les pompiers éteignaient l'incendie, il se rallumait au bout de 2 minutes. C'est l'une des scènes les plus horribles et les plus atroces que j'ai jamais vues.
Le Q-400 était un petit avion, et pourtant ce crash est l'un des pires survenus aux États-Unis durant les 7 années précédentes. Pour le NTSB, le Bureau national de la sécurité des transports, la question maintenant est d'essayer de comprendre. Que s'est-il passé? Et les enquêteurs ont un premier adversaire, le feu qui brûle toujours et les empêche d'approcher les débris de l'avion pour faire les premières constatations. Je pense que c'est par là. L'avion s'était écrasé sur une maison, puis il avait brûlé toute la nuit, donc tous les débris se trouvaient à l'intérieur de la maison. Notre principale préoccupation était de ne pas perdre d'indices. Ils étaient fragiles et si nous n'arrivions pas à éteindre le feu, nous risquions de perdre des indices importants pour la suite de notre enquête. L'urgence est d'abord de récupérer les boîtes noires avec leurs précieux enregistrements, à la fois des paramètres de l'avion, mais aussi des conversations dans le poste. Nous savions que les enregistreurs se trouvaient dans la queue de l'avion. Habituellement, les enquêteurs ne s'aventurent pas parmi les débris tant que le feu n'est pas totalement éteint. Mais à trop attendre, ils risquent de ne jamais retrouver les boîtes noires, et donc de ne jamais connaître les causes réelles du crash. Nous avons commencé à chercher, à observer l'épave de l'avion et nous les avons localisés. Ok, bon. Alors ça doit être ici, d'accord? Le panneau d'accès est de l'autre côté, donc on va devoir faire un trou ici, compris? Les pompiers ont amené une tronçonneuse, nous avons pu faire un trou dans le fuselage et récupérer les enregistreurs. Ça devrait être ça. Et fort heureusement, les deux boîtes noires sont intactes. Une fois que nous avons récupéré les enregistreurs, nous les avons mis dans un avion et nous les avons envoyés à notre quartier général à Washington, D.C. Maintenant, les enquêteurs doivent faire face à un nouveau problème. Dans cet amas de débris fumants, comment faire le tri entre ceux de l'avion et ceux de la maison? Tout a brûlé et s'est entassé dans la cave. Donc nous avons à peu près 3 mètres de débris à creuser pour retrouver tout l'avion. Le travail paraît titanesque. Il est pourtant indispensable pour récupérer des indices exploitables. Les enquêteurs vont alors recevoir l'aide précieuse d'un groupe d'étudiants précisément en cours de formation sur l'analyse d'une scène de crime. C'étaient des étudiants diplômés du département d'anthropologie médico-légale d'une université locale et c'était une bonne expérience pour eux d'être confrontés à une scène d'accident comme celle-ci et de chercher des restes humains. Mettez les trains d'atterrissage par là. Le travail est minutieux et éprouvant, mais il permet aux enquêteurs de se consacrer, eux, aux débris de l'avion. Nous étions à 4 pattes avec des brosses et des petites pelles en train d'essayer de déterminer quels étaient les débris de l'avion et quels étaient ceux de la maison pour les mettre dans 2 piles distinctes. La première question que je dois me poser en tant qu'ingénieur en calcul de structure est de savoir si l'intégralité de l'avion se trouve sur le lieu de l'accident. Les pièces retrouvées sont méticuleusement analysées, notamment pour déterminer si les 4 extrémités de l'avion, le nez, la queue et le bout de chaque aile, sont bien là. Si on retrouve les 4 extrémités de l'avion, cela signifie que celui-ci ne s'est pas brisé en plein vol. Il n'y a aucun élément qui s'est détaché de l'avion pendant le vol et qui aurait pu causer l'accident. Une des ailes s'est entièrement consumée. Quant à l'autre, elle est brisée en 1000 morceaux. Hé, regarde ça! Mais peu à peu, les enquêteurs trouvent ce qu'ils cherchent. C'est le dernier morceau. C'est celle de gauche. Ce n'est que plusieurs jours après avoir commencé l'enquête, pendant que nous fouillions les débris, que nous avons trouvé des preuves de la présence de l'aile gauche et du nez de l'avion. Ils ont dorénavant entre les mains suffisamment d'éléments pour affirmer que l'avion ne s'est pas brisé en plein vol. La cause du crash n'est donc pas une rupture de la structure de l'appareil. Pendant ce temps, dans les bureaux du NTSB à Washington, d'autres enquêteurs travaillent eux aussi sur le vol 3407. Et toutes les pistes sont étudiées, à commencer par celle d'une défaillance mécanique ou d'une erreur humaine. Pour cet accident, nous savions que le problème avait eu lieu au moment de l'atterrissage. Donc nous voulions vérifier les performances de l'avion et nous assurer que les contrôles d'usage avaient été effectués tout au long du vol. Cette mission est confiée à Scott Warren.
Dans cette enquête, j'étais responsable de l'équipe des systèmes du comité de sécurité. J'étais donc chargé de vérifier tous les équipements de l'avion. Scott commence par écouter l'enregistreur de conversation du poste de pilotage, dans l'espoir de trouver l'indice d'un éventuel problème. Reste assis afin que le personnel de bord puisse préparer l'avion pour l'atterrissage. Merci. Est-ce que c'est de la glace sur le pare-brise? Il découvre que 6 minutes avant l'accident, l'équipage avait remarqué une formation de glace sur l'avion. Il y en a de mon côté. Tu n'en as pas de ton côté? Si. Oh. Il y a pas mal de glace. Or, la glace est extrêmement dangereuse pour un avion. S'il y a de la glace sur un avion, cela crée une résistance et celui-ci aura besoin de plus de puissance pour se maintenir à la même vitesse. Oui, je n'en ai pas vu autant sur le bord des ailes depuis longtemps. Venant de Seattle, une région tempérée, Rebecca n'avait pas une grande expérience du vol en conditions givrantes. Je n'ai jamais eu affaire au givre. Je n'ai jamais eu à dégivrer. Ça ne m'est jamais arrivé. Quand la glace s'accumule sur les ailes, elle rend l'avion plus lourd, mais surtout, elle change la forme des ailes. Et évidemment, c'est la forme des ailes qui crée la portance. Si on change les caractéristiques de portance de l'avion, il vole moins bien. Tu sais, j'aurais eu peur. J'aurais vu toute cette glace et je me serais dit « Oh mon Dieu, on va s'écraser !» Il est important de remarquer l'accumulation de glace sur l'avion, mais il aurait également fallu vérifier que le dispositif anti-givre et le système de dégivrage étaient bien activés. Dans cette conversation enregistrée, rien n'indique qu'ils ont effectivement revérifié. Volait à 15 degrés. Quelques minutes après cette discussion sur la présence de glace, on entend sur l'enregistrement de la boîte noire le manche qui commence à vibrer. C'est un signal d'alarme pour indiquer à l'équipage que l'avion est sur le point de décrocher. En clair, qu'il va cesser de voler et tomber comme une pierre. Ce qui est arrivé effectivement quelques secondes plus tard. Nous savons qu'ils étaient en conditions givrantes. La question est de savoir si les conditions étaient mauvaises au point de créer une défaillance. Le givre devient le suspect numéro 1 dans le drame du vol 3407. Si c'est du givre, alors prouvons-le. Nous étions tous convaincus que l'accident était dû au givre. On s'est dit que ce devait être la cause. On devait juste chercher les caractéristiques clés du givrage, faire des vérifications et ce serait bon. Mais du côté des familles des victimes, le doute s'installe. À l'origine, notre théorie c'était que l'accident était dû au givre. La nuit était froide et elle avait causé la chute de l'avion. Puis nous avons commencé à interroger des gens connaissant bien les compagnies aériennes, voire des pilotes, et ils nous ont dit « Non, je ne pense pas, ça n'a aucun sens ». Un doute partagé par certains enquêteurs, comme Scott Warren. Car le Q400 a un système sophistiqué de dégivrage conçu pour éviter l'accumulation de glace sur les ailes et les autres parties vitales de l'avion. L'appareil possède notamment des pneumatiques gonflables installés sur les bords d'attaque des ailes. Ces pneumatiques sont télécommandés par l'équipage et alimentés par de l'air provenant des moteurs. Le système est conçu pour se gonfler régulièrement et ainsi casser la glace qui se serait accumulée sur le bord des ailes. Scott s'interroge. L'équipage du vol 3407 a-t-il réellement activé le système de dégivrage? La réponse est évidemment dans le contenu des boîtes noires qui enregistrent tous les paramètres du vol et la moindre action des pilotes. Et concernant le système de dégivrage, la réponse est claire. D'après l'enregistreur de données de vol, le système de dégivrage avait été activé par l'équipage. Et il était actif pendant la majorité du vol. À la fin du vol, il est signalé comme actif. La question suivante est de savoir si le système fonctionnait correctement. L'enregistreur de données indique qu'il était activé. Et c'est un début, mais on ne peut pas forcément croire cette information. Le seul moyen de vérifier est de retrouver des débris du système et de déterminer si oui ou non le système était actif au moment du crash. Les enquêteurs recherchent notamment les valves d'alimentation, une des pièces principales du dispositif de dégivrage. Excusez-moi.
Alors, j'aimerais que tout le monde regarde ça. Pour les valves de dégivrage, on leur a dit voilà à quoi elles ressemblent. Trouvez quelque chose qui y ressemble et si on arrive à retrouver ces valves, on pourra les tester et voir si elles fonctionnaient correctement. Les valves étaient très importantes pour nous, car c'est une pièce clé qui fait circuler l'air dans les moteurs, là où se trouve l'air de prélèvement pour le système de dégivrage. Bien. Plus que 5. Finalement, toutes les valves, sauf une, sont récupérées parmi les débris de l'avion. Certaines étaient sérieusement brûlées, d'autres étaient plutôt en bon état. Nous avons pris ces valves et mené autant de tests que nous jugions nécessaires étant donné la gravité des dommages. Nous avons examiné le niveau de conductivité électrique et testé la pression. Nous avons examiné de nombreuses caractéristiques selon l'état de la valve. Et pour autant que l'on puisse en juger, toutes ces valves fonctionnaient parfaitement. Est-ce que c'est de la glace sur le pare-brise? Il y en a de mon côté. Si le système était opérationnel, les enquêteurs se tournent vers une autre hypothèse, celle d'une quantité de glace supérieure à la capacité de dégivrage de l'appareil. Oui, je n'en ai pas vu autant sur le bord des ailes depuis longtemps. Un cas de figure rarissime, mais qui s'est déjà produit dans le passé. Notamment à Roselawn, dans l'Indiana, où en 1994, un ATR-42 s'est écrasé suite à une accumulation fatale de glace sur les ailes. Mais pour le vol 3407, d'après les analyses des enregistrements des boîtes noires, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. En fait, l'avion volait comme s'il y avait une quantité relativement minime de glace dessus, une quantité raisonnable. Ça a l'air normal. Il n'était pas surchargé, ce n'était pas excessif. Si la glace n'est pas à l'origine du décrochage, il faut donc trouver un autre facteur pour expliquer l'accident. Scott Warren se plonge dans le manuel d'utilisation du Q400 et s'intéresse plus particulièrement aux vitesses de décrochage, c'est-à-dire la vitesse en dessous de laquelle l'avion cesse de voler et tombe. Pour des conditions dans lesquelles se trouvait le vol 3407, la vitesse de décrochage était de 111 nœuds. Or, le vibreur de manche, qui est une alarme de décrochage, s'est déclenché à 131 nœuds, donc largement au-dessus de la zone dangereuse. Voler à 15 degrés. Lorsque le vibreur de manche s'est déclenché, il n'était pas encore au bord du décrochage. Ils étaient à une vingtaine de nœuds du décrochage. Mais si l'avion avait suffisamment de vitesse, pourquoi alors est-il tombé ? Les enquêteurs pressentent que la clé de l'énigme se trouve dans les secondes qui précèdent le crash et a probablement quelque chose à voir avec la vitesse. Ils découvrent alors une particularité étonnante sur le Q400. Cet appareil est équipé d'un système unique qui permet de modifier les vitesses de référence, celle-ci déterminant le déclenchement des alarmes de décrochage. Autant que je sache, très peu d'avions ont un tel dispositif. Cet avion est le seul que je connaisse à bénéficier de ce système sur le panneau supérieur du pilote. Il a été conçu par le fabricant comme une sécurité supplémentaire. Une espèce de vitesse de référence variable ? Les pilotes sont censés activer ce dispositif lorsqu'ils volent dans des conditions givrantes. On va probablement accumuler de la glace. Une fois enclenché, le système rappelle aux équipages d'augmenter leur vitesse pour compenser l'effet de résistance provoqué par la glace qui peut se trouver sur l'avion. Quand on est en conditions givrantes et que la glace s'accumule sur les ailes, cela peut provoquer une augmentation de la vitesse de décrochage. Et donc ce dispositif provoque un déclenchement plus rapide de l'alarme à une vitesse plus élevée. En fait, l'action de ce dispositif, c'est de changer les réglages de déclenchement du vibreur de manche. Nous avons donc demandé au fabricant comment le dispositif fonctionnait. Nous avons découvert qu'il faisait partie des équipements étudiés par les équipages au cours de leur formation, mais qu'on ne leur avait pas vraiment expliqué comment s'en servir. Ça avait l'air trop simple pour s'en inquiéter. Les enquêteurs s'interrogent.
L'équipage du vol 3407 avait-il activé ce dispositif? Malheureusement, cette information n'est pas enregistrée par les boîtes noires. Il va donc falloir trouver un autre moyen pour déterminer si oui ou non le système était actif. Clint à l'appareil. C'est la nouvelle mission prioritaire de Clint Cruikshank. Très bien, je vais voir si on l'a. Retrouver parmi les débris le panneau de commande des systèmes de dégivrage du Q400. Si le panneau est retrouvé, il sera alors facile de vérifier la position de l'interrupteur. La majorité de l'avant de l'avion avait été détruite par l'incendie, donc nous n'avons pas retrouvé grand-chose, à part des petites boules d'aluminium qui avaient fondu, des paquets de fils électriques et beaucoup de cendres. Mais coup de chance, après quelques heures de recherche, Clint met la main sur le fameux panneau de commande anti-givrage, un des rares morceaux du cockpit à ne pas avoir entièrement brûlé. La pièce est endommagée, mais exploitable. Et surtout, on peut assez facilement voir la position des interrupteurs. À la question « Est-ce que l'équipage du vol 3407 avait enclenché le système de protection anti-givrage ?», la réponse est claire. Nous avons retrouvé le système dans les décombres et il était en position enclenchée. Une réponse claire, mais qui n'apporte toujours pas la clé de l'énigme. On va probablement accumuler de la glace. L'enregistreur de conversation dans le poste de pilotage indique qu'au moment où le commandant Renslow commence à descendre vers Buffalo, l'avion vole à la vitesse d'approche standard. Cela intrigue les enquêteurs. Avec le système de protection enclenché, l'équipage aurait dû voler à une vitesse plus importante. Les pilotes auraient-ils commis une faute? La vitesse est un paramètre vital à bord d'un avion et doit être régulièrement surveillé. Si tu refuses ta promotion, tu n'auras évidemment pas le même Ainsi, salaire qu'un ils auraient dû apercevoir les petites barres rouges apparaissant sur l'écran, mais ta qualité de vie sera sûrement meilleure. indiquant qu'ils approchaient de la vitesse de décrochage. Il va y avoir un emploi du temps normal. Quand on regarde l'anémomètre, on devrait se rendre compte qu'on ne va pas assez vite et que l'avertisseur de décrochage risque de se déclencher. Oh mon Dieu! Vraisemblablement par manque de surveillance, les deux pilotes se sont fait surprendre. Et surtout, ils n'ont pas su gérer la situation. Une fois que le vibreur de manche s'est activé, ils auraient pu éteindre le système de protection. Mais ils auraient surtout pu baisser le nez de l'avion pour reprendre de la vitesse. De fait, le vibreur de manche s'est déclenché à 20 nœuds, plus de 30 km/h avant la vitesse de décrochage. À cet instant, l'avion volait encore normalement. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, les enquêteurs décident de recréer une simulation animée à partir des éléments des boîtes noires. Regardez ce qui se passe au moment où le vibreur de manche se déclenche. Et la reconstitution montre que, juste après le déclenchement du vibreur de manche, l'avion s'est immédiatement mis à monter, assez brutalement, ce qui l'a évidemment ralenti et a provoqué le décrochage. En gros, l'avion a fait un décrochage aérodynamique. Il ne s'en est pas remis. Il a basculé et s'est écrasé au sol. Pour les enquêteurs, la vérité devient évidente. Le vibreur de manche est conçu pour avertir l'équipage qu'il vole trop lentement. Or, visiblement, face à cette alarme, la réaction des pilotes n'a pas été la bonne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un véritable casse-tête. Comment un équipage expérimenté a-t-il fait pour faire tomber du ciel un avion qui n'était pas en train de décrocher, et ce, en l'espace de quelques instants? À chaque fois qu'il y a un décrochage sans raison apparente, c'est un mystère. On ne s'attend pas à ce qu'un équipage fasse décrocher un avion. Alors la question est pourquoi? L'enquête se concentre désormais sur la réaction des pilotes, juste après le déclenchement du vibreur de manche. L'alarme leur indiquant qu'ils volaient trop lentement. Nous voulions savoir si la façon dont l'équipage a manœuvré l'avion correspondait aux procédures du manuel de vol. L'une des deux boîtes noires enregistre plus d'1 millier de paramètres moteurs de l'avion, mais aussi sa vitesse, son altitude et la position des commandes, que ce soit celle des manettes de gaz, du palonnier ou encore plus important, celle du manche. Le manche est une des commandes vitales de l'avion.
En activant les ailerons et la gouverne de profondeur, il permet à l'équipage de maîtriser la trajectoire de l'appareil. La boîte noire enregistre non seulement les mouvements du manche, mais aussi la pression qu'il subit. L'enregistreur de données de vol enregistre la position des commandes de vol. Il y a des capteurs intégrés dans le manche, il y a des capteurs intégrés dans le volant. Et en étudiant le relevé de position du manche, Scott Warren découvre une anomalie. Lorsque le vibreur de manche est déclenché, en théorie, le commandant aurait dû pousser sur le manche pour mettre l'avion en descente et lui permettre de reprendre de la vitesse. En réalité, nous avons découvert qu'au lieu de pousser le manche vers l'avant, ce qui est la réaction normale lorsque le vibreur de manche se déclenche, l'équipage a tiré sur les commandes de vol. Cette manœuvre a mis l'avion en montée qui du coup a ralenti jusqu'au moment où il a décroché. Un mauvais réflexe, au mauvais moment, de la part du commandant Renslow serait donc à l'origine du crash. Étonnant de la part d'un pilote expérimenté. Sortir d'un décrochage, ça prend pour un élève pilote dès les premières heures de vol. La procédure est plutôt simple et claire. Il faut pousser les commandes de vol vers l'avant et augmenter la puissance. À n'importe quel moment, si le commandant avait poussé les commandes de vol vers l'avant, il aurait eu une chance de se rétablir rapidement. Selon les informations que nous avons obtenues, l'avion aurait pu se rétablir de ce décrochage à plusieurs niveaux et à plusieurs occasions. Cet avion n'avait aucune raison de s'écraser. Et l'attitude du copilote n'a rien arrangé. En fait, elle a même aggravé la situation. J'ai remonté les volets. En remontant les volets, elle a réduit la portance de l'avion et a facilité le décrochage. Il aurait suffi que le copilote dise « on décroche, augmenter la puissance et on baisse le nez ». Et l'avion aurait pu se rétablir. D'un point de vue humain, c'est triste de se dire qu'une telle tragédie a été causée par une seule mauvaise réaction. Pour les enquêteurs, l'incapacité du commandant Renslow à réagir correctement face à l'alarme de décrochage est la cause principale de l'accident du vol 3407. Il n'y a pas eu de défaillance mécanique, mais une erreur humaine. Le dossier est alors transféré à Evan Byrne, un enquêteur spécialisé dans les facteurs humains. Son travail sera de comprendre comment et pourquoi un pilote et un copilote, a priori compétents, n'ont remarqué ni l'un ni l'autre que leur vitesse était en train de diminuer. Dans ce cas précis, il y avait des signes clairs et visibles indiquant la baisse de la vitesse, signes dont le commandant n'a pas tenu compte. Dans un premier temps, Evan Byrne se plonge dans les conversations enregistrées dans le poste. Exactement. Tu pourras être chez toi pour t'occuper de ton mari et tout ça. Il découvre que l'équipage, durant le vol, a longuement discuté. Une discussion qui s'est poursuivie durant la phase d'approche. Mais d'un autre côté, je ne suis pas sûre. En soi, c'est déjà une faute, puisqu'il existe une règle dite de cockpit stérile qui interdit toute action non indispensable durant les phases importantes du vol, comme celle de l'approche. Cette règle permet tout simplement d'éviter les conversations qui n'ont pas de rapport avec le vol. Faisons la checklist de descente. Et on va faire celle de l'approche en même temps. D'accord. Repère calé. Ils découvrent également qu'emportés par leur discussion, les deux pilotes se sont préoccupés tardivement des checklists et de la préparation de l'avion à l'atterrissage. Transfert de carburant activé. Concentré sur les actions à mener avant l'atterrissage, l'équipage ne s'est pas aperçu de l'apparition des barres rouges sur l'indicateur de vitesse. Checklist d'approche terminée. C'est parti. Quand un équipage ne respecte pas les procédures et s'occupe tardivement des checklists ou ne fait pas les vérifications nécessaires, il est enclin aux petites erreurs par inadvertance et vulnérable face aux imprévus auxquels il doit faire face. Le constat est sans équivoque. L'équipage du vol 3407 n'était pas du tout concentré durant la phase d'approche. Il est arrivé au moment de l'entretien et il a dit « Vous serez promu dans 6 mois ». La preuve, ils avaient totalement oublié qu'ils avaient enclenché le système de protection anti-givrage, nécessitant une vitesse plus élevée. Ils n'ont pas vu également les barres rouges d'alerte apparaître sur leur écran. Enfin, le commandant Renslow a eu une mauvaise réaction lorsque le vibreur de manche est déclenché, scellant ainsi le sort de l'appareil. Comment des pilotes a priori compétents peuvent-ils commettre autant d'erreurs ? Une fois de plus, Evan Byrne trouve des éléments de réponse dans les enregistrements.
Excuse-moi. L'équipage montrait des signes évidents de fatigue. Marvin Renslow et Rebecca Shaw étaient-ils en condition pour effectuer correctement leur travail? Pour répondre à la question, Evan Byrne va essayer de reconstituer leur emploi du temps sur les 3 derniers jours avant l'accident. C'est un travail classique de détective. À ce stade de l'enquête, on essaie de récolter un maximum de faits. Il commence par interroger les familles des 2 pilotes. Est-ce que je peux parler à Madame Renslow? Puis, il étudie l'historique des appels et des messages de leur téléphone portable. Il s'intéresse également au système informatique de la compagnie pour savoir si l'équipage a consulté le planning et à quelle heure. Et à quelle heure Rebecca a-t-elle quitté la maison? Nous avons parlé à leurs collègues, des pilotes, des instructeurs. Nous les avons interrogés sur les dernières activités de l'équipage. Evan Byrne s'aperçoit qu'aucun des 2 pilotes n'habitait près de l'aéroport de Newark et que leur salaire ne leur permettait pas de dormir à l'hôtel. Chez Colganer, le commandant Renslow gagnait 3 800 € par mois. Et Rebecca Shaw, la copilote, touchait à peine plus de 1 000 € par mois. Même pas le salaire d'un chauffeur de bus. Pour se rendre à Newark, chacun avait donc traversé le pays. Le commandant Renslow était venu de Floride, où il habitait, et Rebecca Shaw de Seattle, dans l'État de Washington, à 4 500 km de là. Elle avait fait le voyage la nuit précédente à bord d'un avion cargo. Après 2 journées de travail, le commandant Renslow avait passé la nuit sur un canapé dans la salle réservée au personnel de la compagnie à l'aéroport de Newark. En théorie, c'était interdit. Mais les pilotes, incapables financièrement de se loger à proximité, le faisaient malgré tout. Et la nuit n'avait pas été très reposante. À 3h10 du matin, le commandant était connecté sur le site internet de la compagnie. Prochain arrêt, Buffalo. À 7h29 du matin, Rebecca Shaw a envoyé un message à son mari pour lui dire qu'elle était bien arrivée à Newark. Salut chérie, c'est moi. Le relevé des communications téléphoniques montre que dans la matinée, le commandant Renslow a passé plusieurs coups de fil et donc ne dormait pas. Rebecca Shaw, elle, a fait selon des témoins une sieste l'après-midi pour tenter de compenser sa nuit blanche en avion cargo. Ça ne fait pas beaucoup de sommeil. Nous avons finalement conclu qu'il était fort probable que les 2 aient souffert des effets de la fatigue au moment de l'accident. Son travail consistait à surveiller la vitesse. Son travail consistait à surveiller le tableau de bord et je pense qu'elle devait être fatiguée au point où elle ne voyait plus rien. Je pense que c'est ce qui lui est arrivé et lui n'était pas plus en état de piloter. Il n'aurait pas dû être aux commandes de cet avion. À la suite de cet accident, John Costner a milité activement pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Il a sensibilisé le public et surtout le législateur à la nécessité de modifier profondément la réglementation qui encadre les pilotes des compagnies régionales. This is just saying we support 3407 families that fight for aviation safety, and these representatives and congressmen senators have done that for us, and we're very appreciative. Il a mené le combat jusqu'à Washington, la capitale. Nous devions faire quelque chose. Donc, nous avons régulièrement commencé à rallier les gens à notre cause à Washington. Nous y sommes allés plusieurs fois et immédiatement les familles se sont jointes à nous. Nous allions aux réunions ensemble et c'est là que nous nous sommes dit, voilà ce que nous pouvons faire. De réunion en manifestation, les familles des victimes ont posé la problématique sur la place publique. Pour eux, la réglementation qui encadre les compagnies régionales est trop laxiste. Et pourtant, ces petites compagnies transportent chaque année la moitié des passagers aériens aux États-Unis. Avec aux commandes des avions, très souvent des pilotes jeunes, peu expérimentés, mal payés et victimes de cadences infernales. Leur niveau de formation en termes de sécurité est différent de celui des grandes compagnies. Ils ont un plus bas niveau de compétences, d'expérience et de salaire, donc elles ne peuvent pas attirer des pilotes plus qualifiés. Les salaires sont plutôt bas et les conditions de travail plutôt difficiles.
Les compagnies régionales n'attirent plus des candidats du même niveau qu'avant. Certaines d'entre elles sont coincées et doivent engager les premières personnes qui correspondent aux critères minimums. Aux États-Unis, les compagnies aériennes régionales ont été impliquées dans 5 des 7 accidents mortels survenus sur des vols court courriers au cours des 10 dernières années. Parmi ces accidents, on peut citer celui du vol 5191 de Delta Connection survenu en août 2006 et qui a coûté la vie à 49 passagers lorsque le pilote a essayé de décoller de la mauvaise piste. Finalement, John Costner a gagné son combat pour la sécurité et a obtenu une nouvelle réglementation pour les pilotes. We relied on your support. We needed your support. You nurtured us. We want to thank all of you, from all of us. 1 an et demi après le crash, sous la pression de John Costner et des familles de victimes, le Sénat américain a voté une loi renforçant les exigences de formation et obligeant l'administration fédérale de l'aviation à élaborer de nouvelles règles concernant la fatigue des pilotes. Depuis, des études sur l'état de fatigue excessif des pilotes ont été lancées. Ainsi, des chercheurs de l'université de l'Iowa développent un système qui permettrait aux équipages de résister à la fatigue, de rester vigilants tout au long des vols et d'éviter d'autres tragédies comme celle du vol 3407. Thomas Schnell est ingénieur en facteurs humains. On utilise un certain nombre de capteurs neurocognitifs et physiologiques qu'on applique sur des sujets, des pilotes que nous invitons pour nos études. Le but est d'étudier l'état de vigilance d'un pilote effectuant un vol au simulateur. Grâce aux capteurs, le chercheur connaît exactement le degré d'attention du pilote. Ce type de recherche pourrait, à terme, permettre la mise au point de détecteurs de fatigue à installer dans les postes de pilotage. Nous essayons de prédire l'état du pilote afin d'adapter le poste de pilotage et d'empêcher ainsi le problème d'empirer ou même de se déclarer. Nous surveillons l'activité du cerveau, du cœur, l'électrocardiogramme, la respiration et d'autres paramètres afin de voir dans quel état est le pilote ou l'équipage. Est-il fatigué, surmené? Est-il déconcentré ou distrait? Regardez. Là, on voit qu'il commence à somnoler. Et on remarque qu'il a le regard perdu dans le vide. L'expérience consiste également à déclencher des pannes importantes et des alarmes sonores pour tester la réactivité du pilote. Ça va mal, plus rien ne répond. Le système hydraulique ne marche plus. Je ne peux pas utiliser les volets. Affichons la carte de chaleur pour qu'on voit l'activité de son cerveau. Quand un équipage est fatigué, ses réactions aux incidents seront plus lentes et des erreurs seront commises dans le poste de pilotage. C'est précisément ce qui est arrivé à Marvin Renslow et à Rebecca Shaw. Une mauvaise réaction due à une grosse fatigue et qui a coûté la vie à 50 personnes. C'est une tragédie qui n'aurait pas dû arriver. C'était prévisible, ça aurait pu être évité et ça peut se reproduire si on ne fait rien. Je suis déterminé à ce que les choses changent et à ce qu'aucun père ne se retrouve dans la même situation.